Samsung et l'hôpital privé Clerval vous présentent Atout Santé. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie cérébrale ou neurochirurgie. Chaque année, 20 000 personnes découvrent qu'elles souffrent d'une tumeur cérébrale. Les tumeurs sont des excroissances dues à une prolifération anormale de cellules. Les tumeurs restent rares et ne sont pas systématiquement malignes. Mais quand c'est possible, la chirurgie est le traitement de référence de ces tumeurs cérébrales. Elle est envisagée, bien sûr, dans le cas où la localisation de la tumeur le permet. Qu'est-ce que la chirurgie cérébrale? Quels sont les différents types de tumeurs? En quoi les nouvelles technologies sont venues révolutionner la chirurgie cérébrale? Dans la première partie de notre émission, nous irons à la rencontre du professeur Metellus à la clinique Clerval et nous parlerons de chirurgie éveillée. Dans sa chronique pédagogique, Karine Cossino parlera des signes et symptômes annonçant la présence de tumeurs dans le cerveau. Dans notre seconde partie d'émission, nous aborderons les nouvelles technologies qui viennent en soutien des neurochirurgiens. Dans sa parole d'expert, le professeur Sébastien Parat nous parlera de l'évolution des moyens techniques en chirurgie. Et enfin, nous terminerons notre émission par la chronique Fan de santé animée par Fanny Masmejean. Sur le plateau d'Atout Santé, nous recevons nos invités. Tout d'abord, le professeur Philippe Metellus. Vous êtes neurochirurgien à la clinique Clerval. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre patient, Clément Aprose. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue aussi. Du docteur Ève Tramoni, neuropsychologue. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Karine Cossino, notre chroniqueuse régulière. Bonjour Karine. Docteur Metellus, aujourd'hui, nous parlons dans notre émission de la chirurgie cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qu'est la chirurgie cérébrale, la neurochirurgie? Alors, la neurochirurgie est une intervention chirurgicale qui consiste à aller opérer le tissu cérébral. Il y a deux grands types d'interventions neurochirurgicales. Le premier grand type d'intervention neurochirurgicale est la chirurgie des tumeurs cérébrales, ce qu'on appelle la neurochirurgie oncologique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la chirurgie vasculaire, qui consiste à aller opérer des malformations vasculaires à l'intérieur du cerveau. Alors, les interventions les plus fréquentes en neurochirurgie sont les interventions portant sur les tumeurs cérébrales. Et elles consistent donc à ouvrir la boîte crânienne, puis son enveloppe, la méninge, et ensuite, sous microscope opératoire, d'aller enlever ces tumeurs qui sont situées dans des zones soit fonctionnelles, soit de motricité ou de langage. Alors, quels sont les différents types de tumeurs qui existent? Alors, pour être très schématique, il y a deux grandes catégories de tumeurs. Il y a les tumeurs intracrâniennes qui impliquent les enveloppes du cerveau et des nerfs, qui sont les méningiomes pour les tumeurs des méninges et les neurinomes, les tumeurs de la gaine des nerfs, qui sont dans plus de 95% des cas des tumeurs bénignes dont la chirurgie exclusive constitue le traitement. Ensuite, il y a les tumeurs du parenchyme cérébral, c'est-à-dire du tissu cérébral, et là, il y a deux grands types de tumeurs. Les gliomes, qui sont des tumeurs qui viennent primitivement du cerveau, et les métastases cérébrales, qui sont des émanations de cancers évoluant ailleurs dans le corps. Alors, notre équipe a suivi l'opération de Clément à la clinique Clerval, qui a été réveillé pendant son opération. Je vous propose de regarder un reportage de Patrick Loez et Laura Sioffi. Je me suis rendu compte de ma tumeur le 16 septembre 2016, suite à une crise d'épilepsie généralisée en pleine nuit. Voilà, suite à ça, donc intervention des pompiers, on m'a transféré à l'hôpital où on m'a passé les premiers examens, à savoir une IRM et un scanner, auquel on m'a détecté donc, une tumeur qui infiltre le cerveau. Donc aujourd'hui, le but de l'intervention est d'enlever une tumeur précancéreuse chez un jeune patient de 30 ans. Donc il s'agit d'une tumeur qui n'est pas maligne, mais qui est à un état prémalin. Et le but de l'intervention est de l'enlever de la manière la plus satisfaisante possible. Cette tumeur est située en zone fonctionnelle, donc pour pouvoir l'enlever de manière la plus complète possible et sans créer de déficit post-opératoire au patient, on va être amené à réveiller le patient pendant l'intervention et à réaliser un scanner pendant l'intervention pour vérifier la qualité de la chirurgie.
Donc là, on utilise des marqueurs cutanés qui sont reconnus par la caméra et qui permettent de reconstruire en 3 dimensions le cerveau du patient. Et donc de savoir où est-ce qu'on est quand on opère. C'est en gros le GPS de la chirurgie. Ça va? Monsieur Apros, vous m'entendez? Comment ça va? Bon. Ok, pour nous, tout se passe très bien. On va commencer à compter dans pas longtemps. Durant ma phase éveillée, je me souviens de rien du tout. Je sais que la veille, j'ai rencontré donc la psychomotricienne, la neuropsy, qui m'a fait faire des exercices qu'elle m'a refait faire durant la phase éveillée. Apparemment, j'ai hyper collaboré, mais je n'ai aucun souvenir. Et voilà, et cette technique-là a permis, au professeur Metellus de, comme il me l'avait indiqué, cartographier mon cerveau et délimiter les zones d'intervention. Ok, on bouge un petit peu le frigo? À aucun moment je me suis posé de questions. Je me suis dit de toute façon, si tu veux t'en sortir, il faut y aller. Et la solution, c'est celle-ci. Donc voilà. Et je dis, le premier jour où j'ai vu le professeur Metellus, j'ai dit c'est à lui qu'il faut que je confie mon cerveau. J'ai confiance et voilà, j'y suis allé tête baissée. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance. Je pense que l'homme est plein de ressources, la médecine aussi, et il y a plein d'espoir. Mon objectif lorsque je suis rentré à l'hôpital il y a 9 jours, c'était de sortir avant l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe 2016-2017. Voilà. Je sors aujourd'hui mardi, l'arrivée pour le premier est prévue jeudi, donc objectif atteint. De retour sur le plateau d'Atout Santé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui de la chirurgie cérébrale et plus précisément de la chirurgie éveillée. Et on accueille Clément Apros qu'on a vu dans le reportage. Clément, on est ravis que vous soyez à nos côtés. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez récupéré? Alors aujourd'hui, je me sens parfaitement bien, j'ai tout récupéré. Je suis très optimiste par rapport à l'intervention que j'ai subie. Et par rapport à la tumeur la proportion de tumeur qui a pu être enlevée. Voilà. C'est assez extraordinaire ce qu'on voit, cette technologie-là qui est au service du patient, c'est fantastique. Comment vous êtes préparé, vous, à cette aventure, hein? C'était vraiment une vraie aventure, j'imagine. Moi, j'ai pris ça comme un vrai défi sportif, pratiquant le judo depuis ma plus jeune enfance. J'ai appréhendé en fait l'intervention comme une compétition, un combat, un challenge personnel, qui m'a permis de me munir toutes mes armes pour... voilà. Vous l'avez relevé, vous avez gagné grâce au professeur Metellus. Alors j'ai entendu, j'ai confiance au professeur Metellus. Ça c'est vraiment, je crois, un beau cadeau que les patients vous font. La chirurgie éveillée, donc c'est une pratique récente. Quels sont les avantages de cette chirurgie éveillée ? Alors, le principe de la chirurgie éveillée, c'est une fois que le cerveau du patient a été exposé, c'est d'effectuer une cartographie des zones fonctionnelles du cerveau, c'est-à-dire des zones essentielles à la motricité, au langage ou à d'autres fonctions comme les fonctions visio-cognitives, et de pouvoir faire effectuer des tâches au patient et d'identifier ces zones en fait à l'aide d'une petite électrode bipolaire. On va sidérer, c'est-à-dire débrancher des zones du cerveau et évaluer à l'aide du neuropsychologue ou de l'orthophoniste si le patient est capable d'effectuer la tâche demandée. Et si le patient arrive à effectuer la tâche alors que telle zone du cerveau est débranchée, on sait qu'on va pouvoir l'enlever. L'avantage est ainsi de pouvoir enlever des tumeurs de manière beaucoup plus satisfaisante, c'est-à-dire de réaliser des exéreses tumorales plus complètes tout en diminuant les séquelles neurologiques du patient. Est-ce que tous les patients qui ont des tumeurs peuvent prétendre à ce type d'opération ? Tout patient qui présente une tumeur cérébrale située en zone fonctionnelle peut bénéficier de cette nouvelle technique. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que la tumeur est enlevée? Quelles sont les étapes d'après? Alors la première étape, ça va être bien sûr l'analyse de la tumeur. Il va falloir
que l'on puisse déterminer le type exact et maintenant, avec les avancées technologiques, le profil moléculaire exact de la tumeur et savoir quel type de traitement adjuvant, c'est-à-dire quel type de traitement complémentaire on va devoir apporter aux patients. Docteur Tramoni, vous êtes neuropsychologue, donc vous accompagnez le patient pendant cette chirurgie éveillée. Comment vous procédez? Quels sont les exercices? Il y a un entraînement avant, j'ai cru comprendre. Donc, en fait, je vois le patient le mois qui précède l'intervention, généralement, où dans un premier temps, je fais un entretien clinique pour apprécier un peu le vécu de cette situation, qui n'est pas simple. Et je fais une évaluation neuropsychologique donc pour évaluer le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est nos fonctions supérieures, la mémoire, nos capacités de concentration, d'attention. Donc c'est une première évaluation qui sert un peu de référence pour après apprécier l'impact que peut avoir la chirurgie sur le fonctionnement cognitif. Et quel type d'exercice vous lui faites faire, par exemple? Avant l'opération, c'est une batterie comme on évalue son quotient intellectuel, on évalue sa mémoire à court terme, à long terme, son fonctionnement, ce qu'on appelle la cognition spatiale également. Et pendant l'opération, vous refaites ces exercices? Alors pendant l'opération, juste, c'était ma collègue Anaïs Lemeurs qui était présente pendant l'opération. Donc Anaïs lui a fait faire donc, des exercices moteurs et des exercices de perception visio-spatiale qui étaient en fait, on fait des corrélations anatomo-fonctionnelles, donc en fonction de la localisation de la lésion. Comment vous coordonnez votre travail avec le professeur Metellus? Donc, pendant l'opération. Pendant l'opération, donc la neuropsychologue ou l'orthophoniste fait vraiment le lien entre le neurochirurgien et le patient. Donc, du côté du neurochirurgien, l'idée c'est d'essayer de lui donner toutes les informations dont il a besoin pour savoir quelles sont en direct les conséquences de son geste sur le fonctionnement du patient, que ce soit le langage quand c'est une lésion à gauche ou que ce soit sur sa cognition spatiale au niveau moteur quand c'est à droite. Et il faut essayer de ni trop en dire ni pas assez, de vraiment sélectionner les informations les plus pertinentes pour qu'il arrive à progresser au mieux dans la résection de la lésion. Et concernant le patient, il faut essayer d'avoir la bonne attitude, ce qui n'est pas toujours facile. Donc essayer d'être à l'écoute s'il a des gênes, s'il a des douleurs, pour que pas que ça soit un frein à la bonne réalisation des épreuves. Il faut essayer aussi de faire une bonne observation clinique pour voir des signes fins qui sont parfois... Et enfin, il faut essayer d'être dans l'empathie, de créer un cadre sécurisant pour qu'il puisse lui aussi être acteur de cette chirurgie. Pour conclure, comment vous êtes senti, vous, pendant cette intervention? Vous ne vous rappelez plus, mais dans cet environnement, cette sécurité, vous l'avez ressentie? Vous avez dit « j'ai confiance » au professeur Metellus? J'ai eu confiance effectivement au professeur Metellus et toute l'équipe médicale parce que voilà, j'ai eu un suivi préopératoire qui a contribué à je pense à la bonne réalisation de l'intervention. Donc ça s'est bien passé avec ce cadre. Et si vous aviez un message à passer à nos auditeurs qui nous écoutent là, et qui seraient en train de douter sur ce type d'opération, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'il ne faut pas douter, il faut y aller et voilà. Bon, alors n'hésitez pas, ne doutez pas, allez-y. Merci à vous tous pour ces différentes interventions. Nous allons passer maintenant à notre chronique pédagogique avec Karine Cossineau. Quels sont les symptômes précurseurs des tumeurs dans le cerveau? Alors, les tumeurs cérébrales sont liées en fait à une croissance anarchique de cellules au sein de la boîte crânienne qui ne se laissent pas expandre. Donc il va y avoir une augmentation de la pression et une compression des structures adjacentes liées à cette croissance de cellules anormales. Donc ces cellules anormales peuvent être soit des métastases de cancer du sein, du rein, de cancer du poumon ou de la peau, ou encore des tumeurs primitives comme les méningiomes ou les neurinomes qui sont plutôt bénignes, ou malignes des gliomes. Donc ces symptômes sont liés à une augmentation de la pression à l'intérieur du cerveau. Donc ce peut être tout d'abord des céphalées qui révèlent ces tumeurs. Les céphalées sont des maux de tête qui sont incessants, insomniants, c'est-à-dire que la personne ne peut plus dormir et qui résistent au traitement habituel. Ces céphalées doivent alerter, mais elles peuvent être associées à des crises d'épilepsie qui peuvent être focales ou généralisées. Ce peut être également des compressions de structures importantes avec du coup des symptômes qui peuvent
entraîner soit la perte de l'usage d'un membre, soit des fourmis, des paresthésies sur un hémicorps. Tous ces symptômes doivent alerter. Ça peut être également des troubles visuels, des troubles auditifs, des hallucinations, des troubles du comportement. Ces personnes peuvent avoir tout d'un coup un comportement agressif ou encore des symptômes de désinhibition. Les personnes se mettent à faire n'importe quoi quand il y a une tumeur frontale. Donc il faut savoir reconnaître ces symptômes, consulter pour pouvoir dépister par une IRM, une imagerie adaptée et traiter. Merci Karine, merci à vous quatre pour avoir été présents avec nous. Clément, merci, on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Pour la seconde partie d'émission, nous parlerons de l'évolution de la technologie au service du médecin qui permet de réaliser de véritables exploits médicaux. Avant d'aller plus loin sur le sujet, nous allons découvrir le reportage de Patrick Loez et on est allé à la rencontre d'une ancienne patiente du docteur Métellus et vous allez voir ce témoignage poignant. Accountant. Je me suis aperçue que j'avais une tumeur par des signes avant-coureurs que j'ai ignorés au début. J'ai eu d'abord un problème d'écriture, tout bête, à mon bureau, en écrivant un nom. J'ai senti quelque chose de bizarre et en regardant, je me suis aperçue que j'avais écrit toutes les lettres les unes par-dessus les autres sans suivre. Bon, j'ai traité par le mépris, sauf que 6 mois après, j'ai eu un autre signe révélateur et plus important. Et là, j'ai eu peur parce que c'était une forme de convulsion. Ça m'a effrayée. Et c'est là, après un scanner cérébral, qu'il a fallu comprendre qu'il y avait une tumeur au cerveau. Je voulais savoir la vérité. Il a pas tergiversé à me dire la vérité. Il m'a expliqué ce qui allait se passer, comment, pourquoi. On a parlé des risques, parce que toute entreprise humaine comporte des risques. Et de toute façon, je n'avais pas d'alternative. Il fallait que je choisisse l'opération et le parcours de soins qui était afférent à cette maladie. J'ai été opérée en juillet 2008. Ensuite, on a démarré une radiothérapie. J'ai commencé à perdre mes cheveux, puisqu'il faut faire des radiothérapies du crâne. Et ensuite, on a fait la chimio, comme ça m'a achevé, je n'avais plus de cheveux du tout. La difficulté de parler de ça, c'est une question aussi de tempérament. Je ne souhaitais pas en parler parce que je me sentais diminuée physiquement, je me sentais en danger, je me sentais vraiment mal. Et puis après, on bataille, on rame. Il faut toujours être persuadé dans ce genre de problème qu'on va s'en sortir. D'abord parce que quelquefois c'est vrai, et assez souvent, de plus en plus souvent maintenant avec les progrès de la médecine, il y aura toujours une main pour me tirer un peu devant, il y aura toujours quelqu'un pour me pousser un peu derrière pour que j'y arrive, et j'y arriverai. Et puis on a soi aussi, et donc il faut faire avec. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous accueillons nos nouveaux invités, le docteur Yann Eskandari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiothérapeute à la clinique Clerval. On a le plaisir d'accueillir Justin Pariente, chef de produit scanner. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Parat, notre chroniqueur. Bonjour Sébastien. Bonjour Alain. Et Philippe Métellus, vous êtes resté avec nous, donc re-bienvenue. Alors, nous tenions à montrer ce reportage qui est un vrai témoignage de votre professionnalisme et du parcours que vous avez proposé à votre patiente et qui avait vraiment envie de vous montrer aussi cette reconnaissance. Est-ce que c'est important pour vous de suivre les patients après avoir levé les tumeurs ? C'est essentiel. Le traitement chirurgical d'une métastase cérébrale, d'une tumeur cérébrale, constitue la première étape. Il y a ensuite tout un suivi qui se met en place et une prise en charge complémentaire. Le suivi consiste en un contrôle en imagerie qui s'effectue tous les 3 mois la première année, puis ensuite on espace tous les 6 mois. Par exemple, Joël, que l'on vient de voir, je l'ai suivi pendant plus de 7 ans après sa chirurgie, alors qu'il s'agissait d'une métastase d'un cancer du poumon, et on voit que 7 ans après, elle est totalement indemne à la fois de sa pathologie primitive, c'est-à-dire du cancer du poumon, et de sa maladie cérébrale. Donc pour nous chirurgiens, pour savoir exactement ce que l'on fait, quels sont les résultats de notre geste chirurgical, il est indispensable de suivre les patients sur le long terme. Pendant les opérations, vous êtes aussi accompagné par une technologie de pointe. On a vu le scanner péropératoire accompagné d'un GPS de neuronavigation. En quoi cela vous permet d'être toujours plus performant ?
Alors, le scanner péropératoire dont on vient d'être doté à la clinique Clerval est vraiment la dernière innovation technologique en termes de neurochirurgie tumorale. Alors, ce dont on disposait depuis un certain nombre d'années, c'est ce que j'appelle, et ce qu'on appelle assez vulgairement le GPS de la chirurgie, qui est un système de reconnaissance en 3 dimensions de la tête du patient, un recalage avec l'imagerie qu'il a fait avant l'opération, c'est-à-dire qu'on arrive à se repérer pendant l'intervention en 3 dimensions dans le cerveau. L'avantage du scanner opératoire, c'est qu'on va, grâce à cette technologie, améliorer la précision de notre GPS et surtout, en fin d'intervention, vérifier qu'on a pu enlever la totalité de la tumeur et corréler ça aussi à des données fonctionnelles et donc réaliser un geste encore plus sécurisant pour le patient. Alors, on a la chance d'avoir Justin Pariente, vous êtes chef de produit scanner, donc chez un industriel. Quelles sont les avancées qui ont été apportées par le scanner Pérop et pourquoi ça arrive que maintenant ? Alors la première chose, c'est qu'il a fallu vraiment miniaturiser des choses qui étaient énormes sur les scanners diagnostiques, des salles techniques qui alimentaient le scanner, et la miniaturisation de toutes ces technologies a permis de l'apporter et de l'adapter surtout à l'environnement du bloc opératoire. Alors pourquoi on ne l'avait pas fait avant? Simplement par la miniaturisation? Oui, tout à fait. Et puis parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes d'un point de vue de la mise en place, si vous voulez, du scanner dans le bloc. Dans un scanner diagnostique, c'est la table qui rentre dans le scanner et donc qui permet de faire l'image. Dans les scanners au bloc opératoire, on doit s'adapter à la table du neurochirurgien qui est fixe, où il y a des fixateurs externes, des choses qui viennent se fixer sur la table. Et donc il faut que ce soit le scanner qui bouge et qui vienne à la table et pas le contraire. Je crois que c'est une grande première avec la clinique Clerval en France, ce type de scanner. C'est le premier scanner qu'on installe dans un bloc opératoire. Est-ce qu'il pourrait être utilisable sur d'autres disciplines? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de chirurgies, de la traumatologie, de la chirurgie thoracique, des chirurgies oncologiques. La question qui se pose souvent, c'est l'équipe médicale qui est exposée à ce scanner, est-ce qu'elle a des précautions à prendre? Oui, tout à fait. Quand on installe ces scanners-là, on répond à des normes qui sont fixées par la France sur la manière de se comporter vis-à-vis du scanner et sur l'installation, si vous voulez, technique de la salle. Et donc, assez concrètement, l'équipe médicale sort de la salle pendant que l'on réalise le scanner et ne re-rentre qu'une fois le scanner réalisé. Comme quand on passe des radios. Exactement, de la même manière. Merci. Alors, une fois que vous retirez la tumeur cancéreuse, qu'est-ce qui va se passer pour le patient ? Alors, la première étape va être de réaliser une imagerie de contrôle. Grâce au scanner péropératoire, on peut déjà avoir un aperçu pendant l'intervention de ce que l'on a réalisé. Mais ensuite, on va réaliser une imagerie pour s'assurer de la bonne qualité de l'exérèse, c'est-à-dire de la chirurgie. Et ensuite, on va confier le patient à nos collègues radiothérapeutes afin de réaliser un traitement très ciblé, très focal sur la zone opératoire pour stériliser les quelques cellules tumorales éventuellement restantes. Alors, ça fait la transition avec le docteur Eskandari. Vous êtes radiothérapeute donc à la clinique Clerval. Quels sont les outils qui sont à votre disposition pour traiter donc après l'ablation de la tumeur? Des outils, nous en avons plusieurs. Nous avons plusieurs types de machines. Ce soir, nous parlons essentiellement dans le cadre des métastases cérébrales. Donc et des outils innovants, en fait. Des outils très innovants, bien sûr, puisque le CyberKnife dont vous allez voir des images est réellement une innovation au XXIe siècle. Il s'agit d'un robot et c'est le premier robot implémenté en radiothérapie. Le robot nous permet, comme vous le voyez sur ces images, il est d'abord fait d'un bras articulé. Au bout de ce bras, il y a une tête, celle qui délivre les rayons. Et ce bras amène cette tête dans toutes les positions de l'espace, tout autour de la cible à traiter. Et de cette façon, il peut traiter avec de multiples faisceaux, concentrer tous sur la lésion et amener une très forte dose au niveau de la zone à traiter et épargner tout le tissu environnement sain. Donc on cible vraiment la absolument. Zone. Ce CyberKnife, on l'appelle radiochirurgie stéréotaxique pour cette raison. La dose délivrée est d'une dose très importante et elle est concentrée sur la lésion et
déjà à 3 mm, 5 mm de la lésion, il y a une dose qui est déjà beaucoup plus. Est-ce que tous les patients qui ont eu l'ablation d'une tumeur cancéreuse peuvent avoir ce type de traitement? Non, le CyberKnife est limité à des lésions de petite taille, disons, ou de taille moyenne, entre 5 mm et 3-4 cm, et en nombre relativement restreint à 3-4 lésions. Les tumeurs dont on a parlé tout dans la première partie de l'émission doivent bénéficier, elles, d'une radiothérapie plus classique parce que le volume à irradier est plus important et la technique d'irradiation est très protractée. Donc, alors, je m'adresse aux deux spécialistes, aux trois spécialistes de la technologie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces technologies aujourd'hui dans vos métiers respectifs? Ça a vraiment révolutionné vos métiers? Moi, je dirais que oui, effectivement, en neurochirurgie, ça a pas révolutionné, mais ça fait avancer à grands pas les capacités du neurochirurgien, puisque maintenant on est capable d'enlever des tumeurs qui étaient jusqu'à présent jugées inopérables, tout en réalisant des gestes avec une très grande précision, une très grande efficacité, en diminuant les séquelles neurologiques chez le patient. C'est-à-dire qu'on va améliorer la survie du patient, améliorer son pronostic en diminuant ses séquelles, donc en améliorant sa qualité de vie. Donc c'est une véritable avancée en termes de chirurgie et de prise en charge du cancer. Pour le radiothérapeute que vous êtes? Pour le radiothérapeute, je reviens sur le CyberKnife. L'avancée est majeure dans la mesure où avant, pour réaliser ce genre de traitement, il fallait fixer la tête de façon très rigide avec un cadre que le neurochirurgien fixait à l'aide de vis au bloc. Et c'était, disons, très invasif, très pénible. Le CyberKnife est un robot qui pratique des clichés, disons, des repérages radiologiques en permanence, constamment, peut détecter le moindre mouvement. Et de ce fait, il n'a plus besoin de ce cadre. Et vous l'avez vu sur le film, actuellement, avec le CyberKnife, le patient a simplement un petit masque moulé très léger que l'on met sur sa tête. Donc ça a révolutionné vos métiers. Merci à tous pour ces échanges. Nous allons maintenant passer à la rubrique Parole d'expert avec le professeur Sébastien Parat. Quelles sont les évolutions technologiques dans le domaine de la chirurgie, Sébastien? Merci Alain. Bien, vous l'avez vu, ce soir, on a eu d'excellents exemples de ces évolutions technologiques. En chirurgie, on a besoin de savoir où l'on est et où l'on va. Il s'avère que l'œil humain n'est pas toujours très bon en 3 dimensions, donc on a besoin d'outils pour être plus précis, moins invasif, c'est-à-dire moins abîmer les tissus, tout en ciblant et en faisant le geste qu'on veut accomplir. Il y a 2 grands types de systèmes, tous basés sur l'imagerie tridimensionnelle. Les systèmes qu'on appelle passifs, c'est la navigation que nous a présenté le professeur Metellus tout à l'heure, c'est-à-dire que l'imagerie va nous permettre d'avoir une cartographie, un GPS ampère-opératoire. Donc on peut se donner une cible à atteindre, par exemple une zone à traiter, ou un axe à obtenir, et donc ce GPS va nous donner ampère-opératoire la zone à aller traiter, à aller prendre en charge. Donc ça, ce sont pour les systèmes dits passifs. Les autres types de systèmes sont les systèmes de type robotique, et ces systèmes sont dits actifs, c'est-à-dire que le chirurgien va avoir une aide, et le bras articulé du robot va être contrôlé par le chirurgien pour pouvoir atteindre ses cibles. L'avantage, c'est que, comme on l'a entendu, le robot bouge en même temps que le patient. C'est-à-dire qu'en chirurgie du rachis, par exemple, qui est une autre partie de la neurochirurgie, le robot va s'adapter au mouvement du patient. Alors, il est très intéressant de savoir qu'un des industriels pilotes de ce type de robotique est tout près d'ici, à Montpellier, Alain, et que le président et le responsable scientifique de cette entreprise a été considéré comme une des personnes scientifiques dans les 5 les plus importantes par le classement Forbes il y a quelques années. Pour la France. Exactement, donc c'est pour ça que je me permets de le citer, c'est le robot dit Rosa, qui apporte énormément en neurochirurgie, qui apporte énormément en orthopédie et qui a un potentiel d'évolution que l'on ne compte pas, couplé avec le scanner toujours, que ce soit pour la chirurgie, pour d'autres applications, le but étant d'être précis, efficace et moins invasif. Merci Sébastien, merci à vous tous. Peut-être un dernier petit mot sur ces technologies. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? J'ai envie d'aller dans le sens de ce que disait le professeur Parat. Je pense que l'avenir de la chirurgie, c'est effectivement l'imagerie péropératoire couplée demain à des systèmes robotisés qui permettront d'effectuer des gestes toujours plus précis, toujours moins invasifs et toujours plus sécurisants pour le patient. Donc des technologies plus précises, moins invasives et sécurisantes pour le patient, voilà ce qu'on va retenir.
Pour finir notre émission, nous allons retrouver Fanny Masmejean qui va nous parler des mini-cerveaux dans sa chronique Fan de santé. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai voulu en savoir plus sur les mystères du cerveau et j'ai découvert pour vous quelques histoires insolites. Savez-vous qu'au Japon, en pratiquant une opération de l'appendicite sur une jeune fille de 16 ans, des médecins ont découvert sur ses ovaires 2 tumeurs de taille importante. Elles faisaient 5 et 10 cm. Ces tumeurs sont assez particulières puisque les neurones retrouvés sur celles-ci sont très différenciés et exceptionnellement organisés, comme une sorte de mini-cerveau de 3 cm de large protégé par des cheveux et de l'os. Par la suite, une analyse plus fine a permis de déterminer qu'il s'agissait en fait de cellules de Purkinje. Alors c'est quoi une cellule de Purkinje? Ce sont des neurones qui sont normalement présents dans le cervelet. Incroyable. En théorie, une tumeur ovarienne sur 5 contient des tissus étrangers, mais les structures ressemblant au cerveau adulte sont rares. C'est le cas sur cette jeune fille. C'est une histoire assez étonnante et ce n'est pas fini. J'ai aussi appris que des chercheurs américains sont parvenus à créer à partir de cellules souches un mini-cerveau en laboratoire. Un cerveau de la taille d'une gomme de crayon à papier et dont les structures sont équivalentes à un fœtus de 5 semaines. Le dernier en date est un mini-cerveau humain créé en laboratoire par des chercheurs de l'université de l'Ohio. Non seulement il ressemble à un cerveau développé, mais ces différents types de cellules expriment quasiment les mêmes gènes qu'exprime un cerveau humain normal. Dans ce mini-cerveau, on retrouve une moelle épinière, les principales régions cérébrales, le système de signalisation et une rétine. Le seul composant manquant reste le système de vascularisation. Ce mini-cerveau, cultivé in vitro, est une percée qui pourrait potentiellement faire avancer les recherches sur les maladies telles que l'Alzheimer. Les chercheurs espèrent que leurs travaux permettront de tester plus facilement les effets de traitements expérimentaux sur des cerveaux autres que ceux des rongeurs. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions les intervenants et nos invités, mais surtout tous les spectateurs qui nous suivent toujours de plus en plus nombreux. En attendant nos prochaines émissions, vous pouvez nous visionner sur la chaîne YouTube Atout Santé. Nous envoyer vos commentaires et vos messages sur Facebook ou Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.